Real Madrid, FC Barcelone ce dimanche 16h15. Le choc de Liga, le Classico, le Real Madrid peut prendre 5 points d'avance sur le FC Barcelone et le Barça, quant à lui, peut passer devant le Real Madrid s'il l'emporte au Santiago Bernabéu. Ça va être chaud, mesdames et messieurs, et on va commencer tout de suite cette analyse presque 360 de ce Classico. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on commence pas mal à être stressé déjà par ce choc de Liga, et on va faire une analyse un petit peu comme celle qu'on avait fait contre le Paris Saint-Germain. On va essayer de voir ensemble des individualités des deux côtés, des individualités qui ont un impact et qui sont surtout les représentants d'une animation collective du côté de chaque équipe. On va essayer de voir également les états de forme de ces deux équipes et aussi mon pronostic. Vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo qui va suivre, c'est pour ça que je vous ai dit vidéo presque 360 du côté de ce Classico. Et on va commencer justement par le fait que ce Classico est un Classico indécis. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, parce que souvenez-vous, il y a 2 ans, le Real Madrid a tout raflé. L'année dernière, le FC Barcelone a tout raflé. Et cette année, ce Classico, comme je viens de le dire, est indécis. Mais pourquoi est-ce qu'il est indécis? Parce que les deux équipes sont au sommet de leur art? Non, pas du tout. Au contraire, on est sur un Classico qui pose beaucoup de questions parce que ces deux équipes s'en posent énormément. Du côté du Real Madrid, nouveau coach. Qui dit nouveau coach, surtout un coach tacticien comme Xabi Alonso, dit nouvelle philosophie, dit nouvelle tactique, et c'est normal que dans un premier temps, les réponses ne soient pas trouvées. Donc on est fin octobre et Xabi Alonso tente quasiment à tous les matchs un nouveau 11, parce qu'il n'a pas trouvé notamment la combinaison parfaite qui pourrait lui plaire. Mais on peut l'entendre encore du côté du Real Madrid. En plus de ça, on a eu un mercato qui a été assez actif du côté du club de la capitale. Forcément, on se dit, c'est logique que cette équipe prenne du temps, surtout par rapport à l'année dernière qui a été vraiment mauvaise de la part du club madrilène. Des changements doivent s'opérer. Et pour qu'ils s'opèrent, il faut prendre du temps. Donc du côté du Real Madrid, bien évidemment, les supporters sont assez impatients, mais ça on connaît un petit peu, c'est logique normalement dans des grands clubs comme ça de ne pas être assez patient. Mais je continue de penser quand même que c'est logique pour un Xabi Alonso de ne pas avoir trouvé instantanément la solution problématique de l'année dernière. Du côté du FC Barcelone, c'est pas vraiment la même chose, parce que justement, même entraîneur, continuité et même continuité dans l'effectif. Mais c'est justement peut-être ça, trop de continuité dans l'effectif, qui crée des problématiques. Parce qu'on a eu un mercato, nous, qui n'a pas du tout été actif, si ce n'est Marcus Rashford en prêt, et si ce n'est le nouveau gardien titulaire. Mais on voit des joueurs du FC Barcelone qui sont fatigués. Alors qu'on n'a même pas joué la Coupe du Monde des clubs, on voit des joueurs qui font moins et qui parcourent moins de kilomètres que l'année dernière. Le pressing est moins bon, l'animation collective est moins bonne, parce qu'on a des joueurs justement qui sont en train de perdre un petit peu leurs repères. Alors certains joueurs sont partis, type Inigo Martinez, mais tout ça ne définit pas cette difficulté qu'a le FC Barcelone, qui vient du fait justement qu'au mercato, on n'ait acheté personne pour justement améliorer cette profondeur de banc si importante pour le jeu énergivore d'Hansi. Donc le FC Barcelone a un jeu qui a du mal à se mettre en place, moins bien que l'année dernière, et en plus de ça, on ajoute le fait que les adversaires connaissent de plus en plus ton style de jeu. Et par rapport à ça, ils peuvent s'y préparer. Donc si toi, tu es moins fort que l'année dernière dans tes points forts, et qu'en plus de ça, tes adversaires sont en capacité de jouer sur tes points faibles, forcément le FC Barcelone a beaucoup plus de difficultés. Alors on est sur deux équipes, bien évidemment, qui gagnent leur match. Le Real Madrid premier, le FC Barcelone deuxième. Du côté de la Ligue des Champions, le Real 3/3, le Barça 2/3. On pourrait se dire que tout va bien, mais finalement, dans le fond du jeu, si on prend le temps de s'y attarder un petit peu, et c'est ça qui est important, de s'y attarder au fond de jeu, on voit que les deux équipes sont encore réellement en rodage. Preuve en est les grosses rencontres qu'ils ont eu à jouer cette saison. Du côté du Real Madrid, la grosse rencontre qu'il y a eu à jouer pour l'instant, c'est contre l'Atlético Madrid. Ça a été soldé par une grosse claque au Wanda Metropolitano, cette équipe du Real Madrid qui n'a pas su trouver les opportunités, alors que l'Atlético Madrid, en ce moment même, est encore une équipe qui est en difficulté. Du côté du FC Barcelone, c'est quasiment la même chose. Le gros match, c'était contre le Paris Saint-Germain, et le Barça, qui a joué contre un Paris Saint-Germain très affaibli, a eu des difficultés pendant 2 tiers du match, voire n'a pas existé pendant 2 tiers du match. Donc c'est notamment dans ces grandes rencontres qu'on voit que ces équipes sont encore en train de chercher des réponses aux problématiques qu'elles sont en train de rencontrer. Donc ce Classico est indécis, non pas parce que les deux équipes sont en très grande forme, mais justement parce qu'elles se posent plein de questions. Pour aborder ce choc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de parler ligne après ligne des animations de chaque équipe. Pour ce faire, je vais prendre à chaque fois des individualités. Mais je tiens à le dire tout de suite, chaque individualité représente l'animation de sa ligne. Alors j'essaie de prendre justement des joueurs précis parce qu'ils incarnent pour moi justement ces petites problématiques. Tout d'abord, l'animation défensive. J'ai choisi de prendre Cubarsí et Huijsen, même si bien évidemment Huijsen
est encore en plein doute pour sa présence pour le Classico. Mais pour moi, ces deux défenseurs résument un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir sur l'animation défensive de chaque équipe. Du côté du FC Barcelone, on est sur 12,42 XG concédés cette saison en Liga. Ça fait du FC Barcelone la 8e équipe au classement sur les XG concédés sur ce début de saison. Du côté du Real Madrid, on est à 11,18, ce qui fait du Real Madrid la 6e équipe en termes de XG concédés de Liga. Donc on voit que ces deux équipes qui sont au sommet de cette Liga ont des difficultés défensives. Et encore une fois, je tiens à le dire, s'il y a des difficultés défensives, ça ne vient pas uniquement de la ligne de la défense, ça vient aussi de ce qui se passe au milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Mais si on s'attarde du côté du Real Madrid, on voit bien que les difficultés qu'il y a sur la ligne défensive, elles sont corrélées également aux problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver de la constance dans le 11 type de Xabi Alonso. Et notamment, cette ligne défensive est touchée par toutes les blessures qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on a eu la blessure de Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Wijnaldum à un moment, Rudiger en début de saison. Toutes ces blessures font que la défense change, on a l'impression, constamment. Hormis Carreras, qui est peut-être le gros côté positif justement même du mercato du Real Madrid, qui lui enchaîne les matchs, les minutes et à un très bon niveau, le reste, ça bouge tout le temps. Donc Wijnaldum, par exemple, qui a eu un début de saison qui a été assez difficile, c'est pas forcément facile pour lui d'arriver dans une animation qui déjà s'est pas trouvée, et en plus de ça, une défense en elle-même qui ne s'est pas trouvée. Donc c'est-à-dire que limite à droite, en ce moment, on a du Valverde du côté du Real Madrid, alors que de base, on a Carvajal et Trent Alexander-Arnold, et que le débat en début de saison était justement lequel des deux va avoir une réelle place de titulaire. Là, le débat n'existe même pas, puisque les deux joueurs ne sont pas disponibles. Donc on voit que ce Real Madrid concède des buts et qu'il y a des difficultés de trouver de la continuité. Alors quand tous les joueurs seront disponibles, est-ce que Xabi Alonso aura vraiment sa défense type? Est-ce qu'il l'a déjà en tête? Ça, c'est une des grandes questions. Mais du côté du Real Madrid, oui, les blessures en défense font qu'il y a des grandes difficultés, parce qu'en plus, on le sait, pour une défense, c'est très important d'avoir de la stabilité et des repères. Le Real Madrid n'en a pas pour l'instant. Et du côté du Barça, on aurait pu se dire justement qu'on a un temps d'avance sur le Real Madrid par rapport à notre défense. Bah, c'est pas trop le cas. Alors bien évidemment, on en a parlé longtemps sur la chaîne de ces problématiques en défense. Je n'ai pas cessé de répéter que ce n'est pas la ligne défensive qui est la première responsable de cette animation défensive qui va beaucoup moins bien du côté du FC Barcelone. On voit que le milieu de terrain et l'attaque ont un rôle qui est prépondérant du côté du Barça, notamment sur le pressing qui lui-même est beaucoup moins bon cette année. Donc forcément, la ligne défensive, bah, elle est un peu la conséquence de ce pressing qui est beaucoup moins bon. Et donc la ligne défensive se prend des vagues. Cependant, même s'il y a bien évidemment une animation qui est moins bonne du côté du Barça, cette ligne défensive en elle-même connaît aussi des difficultés. Et j'ai choisi donc Cubarsí pour le mettre en avant, parce que Cubarsí, en tout début de saison, a été un peu le joueur qui en a payé les frais. C'est-à-dire que Cubarsí est ce joueur qui a perdu son Inigo Martinez, et on sait que pour un joueur de 17 ans, 18 ans, c'est très important d'avoir un repère comme Inigo Martinez, qui avait une énorme expérience, notamment du championnat d'Espagne. Là, Cubarsí n'a plus de repère. À côté de lui, Christensen n'a pour l'instant jamais joué, et à côté de lui, ça bouge souvent. C'est-à-dire que ça peut être du Eric Garcia, ça peut être du Ronald Araujo. Il n'y a pas de continuité. Du côté droit, Koundé a aussi un petit peu de mal en ce début de saison. On sait que pour ce joueur, le physique est très important. Or, c'est un des joueurs qui a le plus joué l'année dernière en nombre de minutes en Europe. Et donc là, on en revient à la première problématique du FC Barcelone, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui n'ont pas assez de remplaçants du top niveau. Et que Koundé a trop enchaîné et qu'aujourd'hui, il en paye un peu les frais. Côté gauche, Gérard Martin a joué beaucoup de matchs cette saison et Baldé est en train de revenir, mais bien évidemment que ce n'est pas le même Barça avec Baldé ou sans Baldé. Donc la défense aussi du côté du FC Barcelone se pose plein de questions. Flick est en train de chercher les réponses. Flick tente très régulièrement une nouvelle charnière défensive. Je ne sais même pas à l'heure actuelle vous dire quelle sera la charnière défensive qu'il y aura contre le Classico parce qu'elle n'est pas trouvée. Et c'est la même chose que pour le Real Madrid. C'est très important d'avoir des repères et de la constance en défense. Et ça, tu l'as pas du côté du FC Barcelone. Donc à partir de ça, j'aurais envie de vous dire que le volet défensif, kiff du côté du Real Madrid et du Barça. Mais il y a une chose qui change, c'est bien évidemment les gardiens. Et oui, les gardiens font partie de la défense. Et si Johan Garcia avait fait partie des joueurs titulaires du côté du Barça, je vous aurais dit, oui, il y a égalité. La problématique, c'est que c'est Szczesny qui va être au cage du côté du FC Barcelone et que Szczesny, sur les apparitions qu'il a faites depuis qu'il est revenu, c'est assez compliqué. Tant déjà dans sa qualité d'arrêt qui est beaucoup moins présente que celle de Johan Garcia, mais aussi sur ses relances. On voit un gardien qui est très lent et qui panique un petit peu. Beaucoup de pertes de balles très importantes lorsque l'équipe adverse fait un pressing. Par rapport à ça, Courtois n'est pas du tout sur sa meilleure saison. Je vois même un Courtois à certains moments fébrile du côté du Real Madrid. Mais ça reste quand même largement supérieur à Szczesny du côté du Real Madrid. Donc je mettrai le Real Madrid un tout petit peu en avance, justement parce qu'il y a ce gardien qui est au-dessus pour tout ce qui est le volet de la ligne défensive.
Côté milieu de terrain maintenant, on va le diviser en deux. Les premières parties, Pedri, Bellingham. Ce milieu de terrain un petit peu à la construction, un petit peu plus reculé. Bien évidemment, je mets ces deux joueurs fantastiques en avant parce que ce sont les deux joueurs qui représentent le milieu de terrain. Mais encore une fois, je le répète, c'est toute une animation qui est importante. Et bien évidemment, justement, que le Barça, je trouve, sur ce secteur-là, part en avance par rapport au Real Madrid. Parce qu'à côté de Pedri, il y a tout simplement De Jong. Et que De Jong, pour moi, forme avec Pedri un duo qui, techniquement, est au-dessus de celui du Real Madrid. Alors que le Real Madrid, lui, va avoir peut-être plus de mal à la construction et que c'est vrai que les Toni Kroos et Modric ont beaucoup de mal à être remplacés, voire même ne sont pas remplacés. Tu n'as pas ces joueurs-là depuis quelques années et justement, le Real Madrid en paye les frais dans cette animation à la construction du milieu de terrain. Et par rapport à ça, je pense que le FC Barcelone donc part avec un temps d'avance, même si bien évidemment, ce temps d'avance peut être récupéré par le Real Madrid. Comment? Avec de l'intensité, avec du volume de jeu. On sait par exemple justement qu'il pourra y avoir un Bellingham qui intègre ce milieu de la construction. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, même Valverde. Il y a beaucoup de questions qui se posent du côté du Real Madrid quand tous les joueurs sont disponibles. Actuellement, Valverde est arrière droit, donc il ne fait pas partie des choix possibles pour le milieu de terrain. Mais s'il est disponible pour ce milieu de terrain, il y a plein de choix présents pour Xabi Alonso. Quel choix va-t-il faire? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de continuité par rapport à un Bellingham qui a retrouvé les terrains il n'y a pas très longtemps, justement contre l'Atlético Madrid. La semaine dernière, on a vu un Camavinga à côté de Tchouaméni. Le dernier match contre la Juventus, c'était justement plus Bellingham qui était à côté de Tchouaméni. Encore une fois, comme le Real Madrid dans l'absolu, les choses sont en train d'être cherchées de la part de Xabi Alonso, mais le Real Madrid peut répondre justement avec son volume parce que ces joueurs ont cette qualité de volume. Si la qualité technique est plus en faveur du côté du FC Barcelone, le volume est plus en faveur du Real Madrid. Encore plus si on souligne que du côté du FC Barcelone, oui, Pedri est la pièce centrale de ce milieu de terrain, mais on voit aussi un Pedri qui à certains moments a moins d'énergie que l'année dernière. En même temps, vous me direz, l'année dernière, on était sur un très très haut niveau. Cette année, Pedri, à l'instar d'un Koundé par exemple, paye aussi les frais d'une surutilisation la saison dernière. Or, Pedri, s'il n'est pas à un très 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 haut niveau, le Barça en paye tout de suite les frais. Et donc, on voit un Pedri qui à certains moments s'efface un tout petit peu, fait un petit peu moins de courses que l'année dernière. Et donc, en ce sens-ci, oui, le Barça aura la qualité technique supérieure à celle du Real Madrid, mais le Real Madrid, s'il rentre dans le FC Barcelone et si le Real Madrid met le volume nécessaire, il peut combler justement cette différence au milieu de terrain. Donc, je laisse un point d'avance au FC Barcelone sur ce milieu de terrain à la création parce que je trouve que la qualité technique est largement supérieure à celle du Real Madrid, mais attention, le Real Madrid peut très rapidement repasser devant. On continue avec le milieu de terrain, mais cette fois-ci milieu de terrain avancé. Et là, le duel pour moi, c'est Fermín López vs Arda Güler. Deux joueurs justement qui sont à un haut niveau en ce moment même. Deux joueurs qui surfent un petit peu sur la tendance et ça se passe plutôt bien. Du côté de Fermín López, on est sur 5 buts toutes compétitions confondues et du côté d'Arda Güler, on est sur 4 buts et 7 passes décisives. Alors Arda Güler a quand même beaucoup plus de minutes que Fermín López, mais on est sur deux joueurs justement qui sont des joueurs pour moi qui risquent aussi de faire la différence dans ce Classico. Alors que de base, ce sont peut-être pas les stars du Classico, mais c'est peut-être ces petits éléments voilà, qui vont être la clé dans cette rencontre-ci, et deux éléments justement qui sont en très grande forme actuellement. Et justement, je vous ai parlé tout à l'heure de la ligne défensive, où je mets le Real Madrid un tout petit peu devant le FC Barcelone. Je vous ai parlé du milieu de terrain, où je mets le FC Barcelone un tout petit peu devant le Real Madrid. Cette fois-ci, je mets limite à égalité par rapport au milieu offensif. Pourquoi? Parce que justement, les joueurs que je vous ai mis en avant, Fermín López et Arda Güler, ont une très grande importance en ce début de saison et ça fonctionne plutôt bien dans l'absolu. Même si Fermín López a du mal à trouver de la constance à certains moments, on remarque que là, ça se passe plutôt bien, surtout sur les 2 derniers matchs. Et du côté d'Arda Güler, j'ai l'impression que c'est le joueur qui va faire le lion dans ce 11 de Xabi Alonso, notamment pour trouver les offensives. Cette difficulté qu'on avait l'année dernière, qui était justement de trouver parfois un Kylian Mbappé, elle est résolue justement par la présence d'Arda Güler, qui est un joueur qui trouve énormément bien ses joueurs. C'est un joueur réellement qui a la qualité technique, notamment de passe, pour trouver les offensives. Ce que tu as moins, on l'a dit, avec les joueurs un petit peu plus de création, que peuvent être notamment un Tchouaméni ou un Valverde. Et donc Arda Güler, pour moi, est un élément trop important. Alors avec l'arrivée de Bellingham, au tout départ, Arda Güler avait été placé de nouveau sur le côté par Xabi Alonso. J'avais du mal un petit peu à le comprendre parce que je trouvais que dans la logique sportive, c'était Arda Güler qui devait être dans sa position préférentielle. Et dans un premier temps, Bellingham qui devait se battre pour retrouver sa place. Sur le dernier match contre la Juventus, on voit que Arda Güler a une position qui est très centrale, très axiale. Donc on voit que Xabi Alonso, qui adore ce joueur-ci, commence de plus en plus à comprendre qu'il faut que ce joueur-ci soit dans les meilleures dispositions et soit notamment dans un rôle axial. Mais bien évidemment qu'Arda Güler va avoir un rôle super important dans ce Classico. Et ce qui est intéressant notamment pour les supporters du Real Madrid, c'est de se demander
si dans les gros matchs, et notamment les Clasico, Arda Güler peut élever son niveau de jeu. Parce que contre les équipes de Liga, bien évidemment qu'il peut le faire, il a la qualité pour le faire. Mais maintenant, Arda Güler, on attend qu'il le fasse contre les grosses équipes, dans les gros rendez-vous. Au même titre justement que Fermín López. Fermín López marche très très bien contre les équipes de Liga. C'est un joueur différentiel du côté du FC Barcelone, de par son profil, de par aussi son agressivité. Mais maintenant, on attend que Fermín López soit présent contre les très très grosses équipes et qu'il fasse la différence. Qu'il soit ce joueur aussi qui soit présent pour le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain du FC Barcelone, il a une petite difficulté à certains moments qui est de trouver ce joueur haut qui peut participer à la construction. Fermín López doit être un petit peu partout, c'est-à-dire un petit peu plus à la construction, mais aussi ce joueur différentiel qui va faire le petit plus en termes d'offensif. Alors ça va pas être pareil qu'Arda Güler, parce que lui va moins être présent dans le registre création de passe, mais ça va être plus dans la création de la rupture que Fermín López va être très important. Sa capacité à se présenter dans la surface de réparation, être en seconde lame offensive, être ce joueur qui peut également marquer des buts. Le duel Fermín López, Arda Güler, qui va réussir à élever son niveau de jeu dans une très grosse rencontre, ça va avoir une importance cruciale pour ce choc. Et enfin, mesdames et messieurs, on parle bien évidemment de la ligne offensive, et qui mettre d'autre à part ce duel, Lamine Yamal, Kylian Mbappé. Comme je l'ai dit pour toutes les autres lignes, bien évidemment que les joueurs à côté sont très importants, et notamment sur le registre offensif. Mais j'ai envie de vous mettre ces deux joueurs-ci parce que justement, là, il y a une petite différence. On l'a dit, la ligne défensive, le Real Madrid un tout petit peu devant. On l'a dit, le milieu de terrain créatif, le Barça un tout petit peu devant. Le milieu offensif, égalité pour moi. Mais là, sur la ligne offensive, je pense malheureusement, et à l'image de ces deux joueurs-ci, que pour l'instant, le Real Madrid passe un tout petit peu devant. Pourquoi? Parce que justement, on est sur un Kylian Mbappé en ce moment, qui vole en ce moment du côté du Real Madrid, qui met quasiment des buts à toutes les rencontres, qui est omniprésent, qui prend de plus en plus de place dans les résultats des matchs de son équipe, et surtout pour lequel l'équipe joue. L'année dernière, on avait des difficultés, notamment avec le Real Madrid et Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que tu avais des individualités, notamment Bellingham, Vinicius, qui avaient prouvé les années précédentes que les équipes devaient jouer pour eux et qui faisaient partie d'un ensemble, d'un tout. L'année dernière, cet ensemble, cet équilibre a été déséquilibré par la présence de Kylian Mbappé, qui certes a fait ses stats, mais qui, avec son arrivée, sa présence, a créé des problèmes justement dans l'équilibre du côté du Real Madrid. Cette année, on a l'impression que tous les joueurs commencent de plus en plus à se mettre au diapason pour Kylian Mbappé, notamment Arda Güler dont on vient de parler, qui est un joueur précisément qui va aider Kylian à être meilleur sur le terrain. Et Kylian enchaîne but sur but. Et Kylian est un joueur qui, même si dans la construction, dans la présence pendant 90 minutes, n'est pas là, même dans les dribbles pas présents, n'est pas en réussite, va quand même normalement te finir le match avec minimum un but. Donc c'est une donnée qui est ultra importante pour une équipe. C'est-à-dire que le Real Madrid commence presque ses matchs en menant 1-0 avec la présence de Kylian Mbappé en ce moment. Alors que du côté du FC Barcelone, si on s'attarde justement sur Lamine Yamal, on est sur un Lamine Yamal qui n'a pas encore débuté sa saison réellement, notamment entravé par des blessures un petit peu à répétition en ce début de saison. On est sur un joueur qui semble pas totalement prêt, c'est normal, on voit un joueur qui est en manque de rythme, un petit peu comme un Bellingham qu'on peut voir du côté du Real Madrid. Et donc Lamine Yamal, malheureusement, aussi paye les frais d'une absence de certains joueurs qui étaient clés l'année dernière, notamment Lewandowski qui lui aussi enchaîne un petit peu blessure sur blessure et qui a du mal à trouver de la constance, mais surtout Rafinha. L'association Lamine Yamal-Rafinha était exceptionnelle l'année dernière. Cette année, Lamine Yamal n'a plus ce joueur-ci. Lamine Yamal doit faire les différences quasiment à lui tout seul du côté du FC Barcelone. Et on attend que ce joueur-ci, justement, soit le joueur qui par la passe, par le dribble ou par le but, soit ce joueur différentiel du côté du Barça. Or, par le but, on sait que pour l'instant, c'est pas le joueur qui va te mettre 30 buts en Liga, et c'est totalement logique. En termes de passe et de dribble, on est sur un joueur qui est un tout petit peu moins présent en ce début de saison, parce qu'il manque justement de rythme, et on voit un joueur qui est pas totalement frais. Quand bien même, il peut te faire une différence par le dribble à n'importe quel moment du terrain. Mais sur 90 minutes, il y a des moments où Lamine Yamal est assez fantomatique en ce tout début de saison. Maintenant, l'animation offensive dans sa globalité est aussi importante, pas que ces deux joueurs-ci, mais justement par rapport à ça, du côté du FC Barcelone, on a un Rashford, qui pour l'instant est un petit peu la surprise de ce début de saison, c'est-à-dire qu'il performe vraiment très bien, magnifique but, notamment en Ligue des Champions contre l'Olympiakos, on voit que c'est un joueur là qui est en totale confiance. Si vous regardez bien les buts de Rashford, ce sont des buts d'un joueur, d'un offensif, qui prend plein plaisir sur le terrain. Et donc ça, c'est le côté très positif du côté du Barça. Maintenant, est-ce que Rafinha sera de retour pour le Clasico, surtout pour être titulaire? Pas sûr. Ferran Torres de retour titulaire? Pas sûr. Lewandowski, c'est sûr qu'il ne sera pas présent. C'est-à-dire qu'on compte un petit peu sur deux seuls offensifs du côté du Barça, que sont Lamine Yamal, qui, on l'a dit, est en manque de rythme, et Rashford, qui a montré, notamment contre Newcastle, qui est capable d'être présent dans des gros rendez-vous, mais qui là va devoir vraiment être présent au niveau des stats
pour le FC Barcelone, ou que ce soit les autres joueurs du milieu de terrain. Et du côté du Real Madrid, on est sur un Vinicius qui au tout début de saison était en difficulté, je trouvais, mais qui là, plus on avance dans la saison, plus commence à trouver des repères, et lorsqu'il est sur le terrain, est un joueur qui devient de plus en plus dangereux, et on commence à fur et à mesure de retrouver un Vinicius très intéressant, un Vinicius virevoltant, et qui peut justement s'associer de plus en plus avec Kylian Mbappé. Si la première saison, ça a été, je trouve, un petit peu plus compliqué, là, ça va de mieux en mieux. Donc en fait, on pourrait mettre une égalité un petit peu sur Vinicius et Rashford, et justement sur les éléments qui vont faire la différence, et notamment Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Et pour l'instant, je vois un Kylian Mbappé dans sa confiance et dans son rendement, qui à l'heure d'aujourd'hui est au-dessus de celui de Lamine Yamal. Et en ça, je mettrai donc la zone offensive du Real Madrid au-dessus de celle du FC Barcelone. Maintenant, avant de passer au pronostic, il est important de parler aussi du contexte du match, qui va avoir vraiment une importance sur cette rencontre. Le contexte qui est que ce match se joue au Santiago Bernabéu, mais surtout que le Real Madrid a des points d'avance sur le FC Barcelone. Et pourquoi ça c'est très important? C'est parce que ce contexte va avoir une influence par rapport au jeu proposé de ces deux équipes. Le jeu que va pouvoir proposer le Real Madrid va être en rapport justement avec cette avance qu'il y a en Liga. Cette avance qu'il y a en Liga va conforter le Real Madrid dans son approche dans cette rencontre. À savoir que le FC Barcelone devrait avoir la possession, comme très souvent contre le Real Madrid, même si Xabi Alonso, je pense, voudrait quand même l'avoir. Mais le fait que le Real Madrid ne doive pas faire le jeu, ça va justement leur donner envie d'encore plus laisser le ballon au FC Barcelone. Et encore plus si on prend en compte l'animation des deux équipes. À savoir que ce FC Barcelone a beaucoup de mal aujourd'hui et surtout concède énormément dans son dos, dans sa profondeur. Et qu'est-ce qu'aime par-dessus tout le Real Madrid? Jouer dans la profondeur, jouer dans le dos de ses adversaires. Elle a les joueurs pour, elle a les joueurs qui ont le volume, qui ont les courses, qui font les appels en profondeur pour parfaitement les exécuter. Alors vous allez me dire, mais c'était pareil l'année dernière. Sauf que comme je vous l'ai dit, l'année dernière, le Barça était bien meilleur dans le pressing et les équipes n'étaient pas rodées par rapport au FC Barcelone. Et déjà, on l'a vu sur le dernier Classico qu'il y a eu, en fin d'année dernière, le Real Madrid commençait de plus en plus à s'y ajuster. Et on voyait un Barça qui avait beaucoup plus de mal et qui a Mbappé, tout de suite, directement, qui arrive beaucoup plus à marquer. Là, cette année, le Barça est beaucoup moins bon dans son pressing et le Real Madrid connaît parfaitement cette tactique. C'est-à-dire que tous les joueurs, notamment Kylian Mbappé, vont pouvoir réellement en profiter. Donc, par rapport à ça, par rapport au contexte de match qui va conforter le Real Madrid dans son approche, une approche qui peut être bien plus intéressante pour le Real Madrid, je vois aussi le Real Madrid par rapport à ce contexte en avance sur le FC Barcelone. C'est-à-dire que le Real Madrid va pouvoir mettre le volume, laisser la possession au FC Barcelone et jouer les coups et s'en tenir à ses individualités. Parce qu'on l'a évoqué, le collectif des deux équipes est en train de se chercher. Maintenant, en termes d'individualité pure, quelle équipe a la possibilité de faire la différence quand bien même, en termes de collectif, ils ne sont pas présents? Pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a plus de certitude du côté du Real Madrid, notamment avec un Kylian Mbappé qui fait vraiment la différence par rapport à ça. Alors bien évidemment, on l'a dit, il ne faut pas s'arrêter qu'aux individualités, il faut parler de l'animation dans son entièreté, mais par rapport vraiment à ce contexte-ci, je vois le Real Madrid plus en capacité de produire le jeu qu'il a envie de produire et d'être confortable par rapport à ça que le FC Barcelone qui lui va jouer sa partition, mais pour l'instant une partition qu'il a du mal à mettre en place sur ce début de saison. Et donc, mesdames et messieurs, il est temps de passer au pronostic. Et si on fait le bilan de toute cette analyse, on se rend donc compte qu'en termes de ligne défensive avec gardien, je place le Real un tout petit peu devant. Qu'en termes de milieu créatif, je place le FC Barcelone un tout petit peu plus devant. En termes de milieu avancé, je donne ex-aequo. Et en termes de ligne offensive, je place le Real Madrid un petit peu au-dessus. En plus de ça, je viens d'en parler, le contexte du match qui pour moi favorise aussi un petit peu le Real Madrid. Donc par rapport à tout ça, j'ai envie de vous dire que le Real Madrid, selon moi, part favori pour cette rencontre. Alors, encore une fois, favori, c'est compliqué parce que les deux équipes sont face chacune à leurs doutes respectifs. Mais je vois le Real Madrid malheureusement avoir plus de chances que ce FC Barcelone de l'emporter. Et je ne dis pas ça du tout pour éviter le mauvais sort ou quoi que ce soit, puisque l'année dernière, j'assumais pleinement que le FC Barcelone était favori et était devant ce Real Madrid, notamment dans son contenu au global. Mais là, à l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'on voit, quand bien même le Real Madrid également est fragile, je vois malheureusement un FC Barcelone qui est encore plus fragile. Après, ce qui est important de dire,
c'est qu'un classico reste un classico. Et que quand bien même il y a des dynamiques de chaque côté, des joueurs sont en capacité de se réveiller dans ces grosses rencontres. Comme des joueurs sont aussi capables de s'éteindre dans ces grosses rencontres. Et c'est là où on voit justement la présence des très très grands joueurs. Donc tout peut se passer dans un classico. Les dynamiques qu'on voit sur la saison ne sont pas toujours respectées, même si c'était le cas quand même sur les 2 dernières années. Donc à voir. Mais si on suit vraiment l'analyse pure et la dynamique que je viens de faire, selon moi, le Real Madrid part avec un temps d'avance, malheureusement, dans ce classico. Mesdames et messieurs, cette analyse presque 360 est finie, justement, presque 360. Une deuxième vidéo va sortir, le 11 type du FC Barcelone sortira demain de mon côté. Là, j'avais vraiment envie de m'attarder sur les 2 équipes, ce qui peut se passer en termes de contenu, leur état de forme. On parle un petit peu de ce qui se passe, mais avec des duels des 2 côtés et mon pronostic. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez, ce que vous pensez de ce classico, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La pression commence à monter. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.